a 2 semaines sur Math en tête. Et au-delà du monde de l'économie, je pourrais vous parler du Shifumi, vous savez, le jeu du pierre-feuille-ciseau, du dilemme du prisonnier ou encore du paradoxe de Monty Hall, inspiré du célèbre jeu. Ça nécessiterait un épisode entier de Math en tête. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est le prochain, dans 2 semaines donc. Voilà, c'est l'heure. Bienvenue sur Math en tête, dans ce 2e épisode indirectement dédié à John Nash. Et on va y parler de théorie des jeux. Dans le précédent épisode, je vous parlais de John Nash et de son travail remarquable sur la théorie des jeux, son jardin mathématique, et ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'équilibre de Nash. N'hésitez pas à mettre cet épisode sur pause, à aller écouter le précédent et à revenir dans quelques minutes. Alors, la théorie des jeux, c'est quoi ? Assez rapidement, on ressent le besoin de comprendre, de faire les bons choix stratégiques pour optimiser nos chances de victoire lorsqu'on joue. En 1944, la théorie des jeux devient un champ de recherche à part entière des mathématiques. En effet, cette année-là, John von Neumann et Oskar Morgenstern publient conjointement l'ouvrage fondateur « Théorie des jeux et du comportement économique » qui marque un tournant dans cette branche particulière des maths et détaille en particulier la méthode de résolution des jeux à somme nulle. Et ça, j'y reviendrai. En tout cas, dès 1950, John Nash embrasse la discipline à bras-le-corps et la révolutionne avec différents concepts, dont sa fameuse notion d'équilibre de Nash. En pleine expansion, aujourd'hui, la théorie des jeux aide à faire des choix raisonnés dans bon nombre de situations pratiques. Gestion du flux automobile, organisation des réseaux de communication, ordonnancement des tâches, et stratégie dans de nombreux jeux de société, même des jeux télévisés. Vous connaissez le jeu de Monty Hall ? Monty Hall est un présentateur américain de jeux télévisés dans les années 60, qui a en particulier sévi sur son fameux jeu Let's Make a Deal. Imaginez, 3 portes, une voiture derrière une de ces 3 portes, et derrière les 2 autres, une chèvre. Une chance sur 3 de gagner la voiture donc. En votre âme et conscience, vous faites votre choix. Vous l'annoncez, sauf qu'avant d'ouvrir la porte, on vous ouvre une autre porte. Porte derrière laquelle il y a une chèvre. Que faites-vous ? Changez-vous de porte ou restez-vous sur votre choix initial ? C'est le problème de Monty Hall. Un arbre de probabilité vous montrera que vous avez tout intérêt à changer de porte et à ouvrir l'autre. Car vous aurez alors 2 chances sur 3 de gagner le prix, alors que vous n'en aurez qu'une sur 3 si vous persistez dans votre choix initial. Ce petit arbre récapitulatif vous attend dans le document source de ce podcast, si vous voulez avoir un visuel. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Monty Hall. Monty Hall qui, bien évidemment, tentait de convaincre les candidats, discrètement mais avec talent, de ne pas changer de choix. Pour éclairer la situation, généralisons avec un jeu de 52 cartes. Vous cherchez Alexandre, le roi de trèfle. Vous avez une chance sur 52 de le débusquer en choisissant une carte au hasard. Maintenant, on vous en retourne 50 qui ne sont pas le roi de trèfle. Si vous gardez votre choix initial, la probabilité de tomber sur le roi de trèfle est toujours de 1 sur 52, soit moins de 2% de chance. En revanche, si vous changez de choix, vous passez à plus de 98% car vous aurez retourné 51 cartes sur 52. Alors bien sûr, étudier un jeu, ça lui fait perdre un peu de sa magie. Mais quoi de pire qu'un jeu où on ne se sent pas du tout maître de la situation ? Et pour prendre des décisions judicieuses, il faut une analyse fine. Notre cerveau a pourtant toutes les peines du monde à faire des choix éclairés quand il est confronté au monde des probabilités et à certains ordres de grandeur. Tiens, par exemple, prenez le paradoxe des anniversaires. Mais si, vous savez, j'en ai parlé dans l'épisode 60 de Math en tête. À partir d'un groupe de combien de personnes, on a plus de 50% de chances de tomber sur 2 individus partageant la même date d'anniversaire. Un groupe de 23 personnes suffit. Et oui, l'intuition est mise à mal. En mathématiques, on cherche des modèles pour formaliser des choix stratégiques et créer une architecture de décision commune à différents objets ou différentes situations types.
Et quand on pense confrontation entre deux joueurs, on pense à la référence, le Shifumi. Vous connaissez ? J'aime les jeux symétriques, où chaque classe, élément ou famille n'a pas l'ascendant sur un autre, mais fait partie d'un équilibre circulaire. Dans ce registre, je vous conseille Love Letter, un petit jeu de cartes que j'affectionne particulièrement. Mais le roi de ce type de jeu, c'est bien le Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux, vous savez, le fameux jeu symétrique utilisé depuis des temps immémoriaux pour opérer des choix stratégiques du style qui débarrasse la table ou qui conduit au retour. La pierre gagne contre les ciseaux, qui eux-mêmes gagnent contre la feuille, qui gagne contre la pierre. La très sérieuse fédération du pierre-feuille-ciseaux, la RPS Society, RPS pour Rock, Paper, Scissors, explique que le jeu de hasard le devient moins dès la deuxième partie, se basant sur diverses statistiques comme le sexe. Les hommes choisiraient plus souvent la pierre, symbole de masculinité. Des statistiques également basées sur le choix précédent, qui influerait, en toute méconnaissance de cause, la future option. En effet, il semblerait qu'en cas de victoire de votre part, votre adversaire aurait tendance à copier votre choix précédent. Il devient donc plus aisé pour vous, dans ces conditions, d'anticiper pour le contrer. Toujours selon la RPS Society, il semblerait également que la feuille soit, des trois éléments, celui qui est le moins choisi en premier choix. Bon, c'est vrai qu'avoir une info sur ce que mon adversaire va faire influencera grandement mes choix. Par exemple, si je sais qu'il ne va pas jouer pierre, j'ai tout intérêt à jouer ciseaux. Car s'il joue feuille, je gagne, et s'il joue ciseaux, c'est le match nul. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est qu'on essaie toujours d'anticiper. Mais l'équilibre de Nash montre que les meilleurs joueurs de Shifumi, entendez par là ceux qui font les meilleurs choix stratégiques, sont ceux qui optent et qui arrivent à gérer un choix aléatoire et probable. L'idéal reste probablement de lancer un dé et de laisser faire le hasard, d'attribuer les valeurs 1 et 2 à pierre par exemple, 3 et 4 à feuille, 5 et 6 à ciseaux. Comme le Shifumi est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, le recours au hasard reste la meilleure option. Ce qui n'est pas toujours le cas selon les jeux, bien sûr. Oui, typiquement, quand il y a un gain variable associé à chaque victoire, on va chercher à l'optimiser, et donc, par le fait, opter pour une stratégie qui le permet. Les travaux de Nash l'ont donc amené à définir ce qu'on appellera très vite l'équilibre de Nash. Une des illustrations les plus connues de cette situation d'équilibre, c'est le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est quoi ? Deux prisonniers, appelons-les A et B, sont interrogés dans des locaux séparés, dans le cadre d'une enquête où ils ont été complices d'un méfait. Ils ne peuvent pas entendre ce que l'autre raconte. Les trois règles qui leur sont exposées lors de l'interrogatoire sont les suivantes. Si l'un d'eux dénonce son complice, alors il est libre, mais son complice est condamné à 20 ans de prison. Si les prisonniers se dénoncent l'un et l'autre, alors chacun est condamné à 10 ans. Si aucun ne dénonce l'autre, alors ils écopent tous les deux d'1 an de prison. Le dilemme du prisonnier est le suivant. Dois-je protéger mon partenaire en coopérant avec lui ou le trahir ? Oui, devant de telles règles, il est évident que si les deux personnes collaborent, elles s'en sortiront globalement mieux que si l'une d'entre elles trahit l'autre. En revanche, on peut être tenté par la liberté en dénonçant son collègue, mais du coup le risque existe que l'autre fasse de même pour éviter la sanction. Bon, l'équilibre de Nash tranche. Il annonce que les prisonniers devraient choisir de se dénoncer mutuellement, n'ayant pas la possibilité de communiquer et de coopérer pour obtenir la peine minimale. Le dilemme du prisonnier, c'est donc une situation dans laquelle aucun des joueurs ou intervenants ne peut trouver de meilleure stratégie de jeu compte tenu des stratégies des autres. L'art du compromis. Il s'inscrit pleinement dans le contexte de la théorie des jeux, terrain de jeu favori, justement, de John Nash. Chers auditeurs de Math en tête, merci pour ton écoute.
Ta dose bi-hebdomadaire de mathématiques revient vite avec un nouvel épisode de vulgarisation grand public. Si tu souhaites soutenir ce podcast, car sache-le, c'est très important pour sa croissance, évalue-le à 5 étoiles et laisse-moi un commentaire. Ça me fera plaisir, ça me donnera de la force pour te proposer toujours plus de contenu. Prends soin de toi et à très vite en territoire mathématique.